Mais comme dans tout système de ce genre-là, il y a toujours une poignée d'individus qui décident malgré tous les risques de se battre. Je suis Komlan Rigobert Misséon. Je suis d'origine béninoise et togolaise. Je suis en France depuis 1986. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours politique? Mon parcours politique a commencé dès le collège-lycée, avec donc les grèves d'étudiants qui exigeaient de meilleures conditions de vie et de travail. Ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour aller faire des études à l'étranger. Et c'est là que j'ai commencé à militer dans les associations d'étudiants, donc ce que j'appelle aujourd'hui des syndicats d'étudiants. Et puis quand j'ai fini, je suis rentré dans mon pays. Malheureusement, en ce temps-là, le pays, le Bénin, était sous la férule d'une dictature. Et donc j'ai commencé à militer dans un syndicat clandestin. Cela, au bout de 3 ans, donc, a entraîné mon départ forcé en exil. Et c'est par hasard que j'ai atterri en France, parce que je n'avais pas programmé venir m'installer en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous engager? Quel a été le facteur qui vous a vraiment poussé à passer à l'action? Il y a beaucoup de facteurs, mais je pourrais en identifier quelques-uns. Le premier, c'est que je suis de parents pauvres. Mais en même temps, au niveau familial, je suis soutien de famille. Et je vois bien ce qui se passe autour de moi. Donc cela n'est même pas du tout indifférent. Et comme il y avait une ambiance où il y avait les syndicats, il y avait des revendications de toutes sortes, la notion de justice sociale, très rapidement, a été une notion donc, qui m'a marqué. Et c'est tout cet ensemble de choses qui ont fait que j'ai commencé donc à militer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus le climat politique du Bénin à cette époque? Tout à fait. Le climat politique à cette époque était surtout marqué par le fait que nous avions une dictature militaire. Je rappelle que le 26 octobre 1972, le colonel Kérékou, qui est devenu plus tard général Kérékou, a fait un coup d'État. Il est devenu donc président de la République. Il prétestait donc qu'il voulait faire une révolution marxiste-léniniste. Les vrais observateurs savaient très bien donc que c'était beaucoup plus un cache-sexe. D'ailleurs, il était éclaboussé par beaucoup de scandales, de corruption, etc. Mais surtout, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à museler toutes les organisations et de jeunesse et des travailleurs. Il a mis en place un syndicat unique qui était sous son parti unique, parti État, le PRPB. Je pense que c'est le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Bon, en temps, il a changé le nom du Dahomey, il l'a renommé donc Bénin. Et la caractéristique principale, c'est que toutes les voix discordantes étaient inquiétées. Les gens étaient torturés, il y en a qui mouraient sous les tortures. J'ai des amis qui sont morts sous la torture. Mais comme dans tout système de ce genre-là, il y a toujours une poignée d'individus qui décident malgré tous les risques de se battre. Et donc, j'ai été donc entraîné dans ce défi-là, sachant bien sûr que cela pouvait me coûter très cher. Je vous le disais tout à l'heure, je suis soutien de famille. Et je me rappelais un jour, j'ai discuté avec mon père était venu me voir. Lui, il a fait un peu la politique au Togo. Il était soutien du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a été assassiné. Lui-même, il a été inquiété. Et brièvement, il a été arrêté. Il a été amené en prison. Il a été torturé. Et miraculeusement, on l'a laissé. Donc, il m'a toujours dit, mon fils, ne fais pas de politique parce que ça coûte très, très cher. Et chaque fois qu'il me voit, tous les prétextes sont bons. Il revient donc sur la question. Donc, une fois, il revient sur la question. Je l'accompagnais donc dans la rue devant ma maison, là. Il revient sur la question. Il a dit, bon, papa, regarde-moi les yeux dans les yeux. Vu mon niveau aujourd'hui d'études, toi, tu n'as jamais été à l'école. Tu voyais le monde à travers tes amis, ce que tes amis t'expliquaient, etc. Aujourd'hui, moi, vu mon niveau d'études, vu tout mon parcours, je ne peux pas ne pas faire la politique. Je la ferai, quel que soit ce que cela va coûter. Je peux vous dire qu'il n'était pas content. Il a coulé des larmes parce que tout de suite, il a vu la catastrophe, quoi. C'est son soutien principal qui dit qu'il va faire la politique, donc qui va bientôt peut-être se retrouver en prison, etc. C'était pas du tout évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le climat médiatique de l'époque? Le climat médiatique de l'époque était caractérisé par plusieurs choses. Première chose, c'est que
les technologies de communication n'étaient pas développées comme aujourd'hui. Il faut savoir que nous, qui militons dans des organisations clandestines, le seul moyen qu'on a d'atteindre donc les travailleurs, soit c'est des réunions clandestines, soit c'est les tracts. Et les tracts, c'est des papiers format A4. En général, on s'arrange pour que le texte ne soit pas trop long, que ça tienne sur 2 pages maximum. Donc on les imprimait recto verso. On les transmettait sous les boubous, etc. Sinon, on organise des réunions le soir chez un ami, chez un collègue, pour expliquer ce qui se passe dans le pays, pour dire ben, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Par exemple, du genre, il faut faire grève. Je me rappelais qu'en mon temps, il y a eu plusieurs grèves des étudiants. Et en particulier en 1985, il y a eu une très grande grève des étudiants. Et notre syndicat nous avait demandé de tout mettre en œuvre pour basculer les travailleurs en grève, pour faire tomber le régime. On n'a pas réussi. Et bien sûr, derrière, le retour de bâton a fait très très mal. C'était dans des arrestations, des tortures, certains qui ont pris le chemin de l'exil, etc. Voilà grosso modo le climat médiatique. Pas grand-chose. La télévision était caporalisée donc par le pouvoir en place. C'est même son de cloche du matin au soir. Il y avait la télévision, la radio, c'était la même chose. Les voix discordantes n'ont pas voix au chapitre. D'ailleurs, il faut être fou pour oser aller dire, et puis personne ne vous laissera entrer donc à la radio pour aller dire que vous êtes contre le régime. Donc les choses sont relativement simples. Ce qui est un peu déplorable, c'est le fait que les médias mainstream, tels que RFI et autres, n'en disaient pas grand-chose. Ou quand ils disaient, c'était bon, c'était plus ou moins trop simplifié pour ne pas trop heurter le régime, etc. Nous, la seule chose qu'on a réussi à faire, c'était que j'étais déjà ici en France, lors du bicentenaire de la Révolution française, nous avons réussi à faire sortir de clandestinité un combattant de l'Afrique jusqu'ici pour témoigner. Et ça a été formidable. Les gens nous regardaient avec envie parce qu'ils pensaient qu'on n'allait jamais réussir, quoi. Faire sortir un témoin spécial de clandestinité pour venir témoigner à la Bastille, c'était extraordinaire. En plus, il a fait très fort parce que une fois qu'il a fini d'intervenir, les journalistes de RFI se sont apportés de lui, mais vous pouvez faire ceci, interview, etc. Il a dit, écoutez, vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas très sérieux parce que vous ne dites pas la vérité sur ce qui se passe dans mon pays. Donc les journalistes n'étaient pas du tout contents. C'est la première fois qu'ils ont voulu interviewer quelqu'un qui leur a dit clairement « Non, vous n'êtes pas sérieux, moi je ne vous donne pas d'interview. » Donc voilà grosso modo le climat médiatique à cette époque-là. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du climat général de l'Afrique à cette époque? Il y a quand même une effervescence au niveau des autres pays également, où il y a pas mal de mouvements qui se soulèvent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation? À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'effervescence en cette période-là. Je rappelle que le Nigeria a été plongé dans les coups d'État à répétition. C'était ce que j'appelle le carteron donc des officiers du Nigeria qui avaient gagné la guerre contre Odjougou, dans le cadre de la tentative de partition du Nigeria. Le Togo voisin, c'est une dictature héréditaire sanguinaire de Eyadema. La Côte d'Ivoire était donc France toute, ils étaient derrière la France, c'est la France ou rien. On avait déjà éliminé Modibo Keïta, entre autres. Donc c'était quand même, c'est ce que j'appellerais donc une période de reflux. C'est-à-dire que le mouvement démocratique et révolutionnaire n'était pas en pente ascendante, mais plutôt descendante. Et en même temps, c'est la période où il y a eu les plans d'ajustement structurel, où on essayait donc de dénoncer, mais bon, nos voix ne portaient pas vraiment très fort. On n'avait pas de médias, on n'avait pas de radio pour faire entendre nos voix, etc. Nous n'avions que nos petits tracts pour faire comprendre ce qui se passait dans le pays, etc. Il faut être un peu fou en cette période-là pour se lancer donc ce défi-là de dire, ben, on va continuer de se battre, même si on n'est que quelques-uns, on va continuer de se battre, etc. Bon. Au Bénin, nous avions eu une certaine chance quand même. Il s'est créé en 1977, si j'ai bonne mémoire, le Parti communiste du Bénin, qui a joué le rôle de leadership dans le mouvement démocratique, parce que beaucoup de responsables étudiants avaient quand même trahi. Certains ont rejoint donc le régime révolutionnaire militaire. Et la naissance donc, du Parti communiste a été vraiment un coup de fouet supplémentaire, même si tout le monde n'était pas nécessairement communiste. En fait, ils ont montré l'exemple, ils ont montré donc qu'on peut encore oser se battre sous une dictature, quels que soient donc les risques. Et moi, je leur en ai toujours reconnaissant, puisque à partir de là, je me suis dit, mais attendez, là, le pays nous appartient à nous tous.
Pourquoi ils vont faire autant de sacrifices et puis nous, on va rester là, donc à leur donner des leçons, à jouer donc les malins. Non, on doit pouvoir faire autant que eux, donc on peut se jeter donc dans la bataille, quoi.